Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour dans le chat sur Twitch, bonjour sur YouTube, merci d'être toujours aussi nombreux. On se retrouve ensemble pour notre dernier petit tour du monde ludique, un tour du monde qui sera très centré sur l'étranger, je crois, aujourd'hui. Un peu moins de sorties sur la France. Ah bah... pas. Voilà, c'est pas des sorties, c'est des annonces, mais très peu. Dernier avant Essen surtout. Quand je dis dernier, j'avais pas fini ma phrase. Oui, dernier avant Essen. Rassurez-vous, il y en aura encore après, mais la semaine prochaine, forcément, on sera pas ensemble. Par visio, on sera peut-être ensemble si on arrive à trouver le moyen de se croiser. Je sais pas, on n'a pas encore programmé les horaires, mais nous on fera des lives à notre hôtel. Évidemment, tu es la bienvenue, Pénélope, si tu as envie de faire le trajet pour aller jusqu'à l'hôtel Brennay pour pouvoir tourner ensemble et présenter des jeux. Si vous voulez voir un monde de jeux, ils sont à l'hôtel. J'ai pas très bien compris le nom, mais. Oui, mais non, mais c'est un très grand hôtel. Celui-là, je le conseille à chaque fois. On a du mal pour trouver des places. Il a fallu qu'on négocie pour essayer de récupérer. Je les ai eus assez tardivement, en fait, les chambres. C'est un énorme hôtel qui nous permet de nous réunir tous. Il y a énormément d'éditeurs qui sont présents. Il y a des grandes salles de jeux. Donc, oui, vous nous verrez, mais vous verrez beaucoup d'autres mondes dans cet hôtel-là. Il y en a deux qui sont comme ça assez... recherché, c'est l'Atlantique, qui est hors de prix, juste à côté du Salon d'Essen, et puis celui-là qui est un peu plus loin, il y a 20 minutes de marche pour y aller. L'Atlantique et son bar de l'Atlantique, surtout au rez-de-chaussée, qui est envahi par les festivaliers français, on va dire, le soir, qui vont tous boire un coup. C'est le plus proche du festival, en fait. Et il y a un petit côté, on va au bar de l'Atlantique. Ils le savent tellement bien maintenant à l'hôtel qu'ils filtrent à l'entrée avec un vigile. Donc c'est un petit peu moins fun qu'avant. Ouais, on a du mal à rentrer dedans, et puis les gens ils vont souvent effectivement pour boire un coup. C'est une activité essentielle pour pas mal de monde, pas du tout pour nous. Donc moi j'y vais assez peu à l'Atlantique en général. Nous allons vous parler de quelques news, du tour du monde ludique, de la minute culturelle. Il y aura pas la pub Berserk, il y aura une pub pour Toy Battle ce matin, et on remercie RepoProd qui nous sponsorise pour cette émission, qui diffuse, qui utilise notre espace de publicité pour communiquer sur le retour en stock de Toy Battle. On fera une petite pause à un moment, peut-être avant le tour du monde ludique, pour diffuser cette micro-pub très courte. Voilà pour le programme de cette semaine. Est-ce que tu es prête pour Essen ? C'est fou parce que ça tombe mal, Essen, non? Ça tombe au moment de toutes les sorties, de tout l'avant Noël. Donc moi là, j'ai eu le temps de me préparer et de faire un peu ma liste, mais non, je suis pas prête. J'aimerais avoir 15 jours de plus pour faire ça mieux. J'enchaîne moi de mon côté les vidéos, les streams, les montages, les de dernières minutes. Je sais que vous de votre côté aussi, c'est une période hyperactive, et pour tous les médias, c'est une période hyperactive. Donc là, on va partir à Essen, ça va être très, très sport. Par contre, j'ai hâte. Voilà, je sais qu'une fois dans la voiture, je serai la plus heureuse du monde, donc tout ira bien. Oui. Il y a plein de choses à faire en ce moment, forcément, et puis on l'a choisi, donc on va pas se plaindre. Évidemment, on a énormément de choses qu'on avait prévu de faire, qu'on essaye de faire malgré tout, mais nécessairement, quand il y a des festivals qui se rajoutent, on est un petit peu bousculé, mais on a le plaisir d'avoir la récompense derrière, celle de pouvoir se promener dans les allées du Salon d'Essen pour découvrir plein de nouveaux jeux dont on vous parlera, ceux qu'on a annoncés aussi dans les émissions précédentes. Ah oui, c'est ce que j'ai vu par contre avec plaisir, c'est quand j'ai commencé à regarder la liste des scènes en faisant ma sélection, j'étais là, alors celui-là j'en ai parlé, donc c'était facile. C'était le but de tout ça, c'était de plus se prendre toutes les nouveautés de l'année suivante dans la figure sans rien connaître, et d'un peu anticiper avec la quantité de jeux qui arrivent. Ça devient un peu indispensable quand on est passionné, j'ai envie de dire. Ouais. On va commencer directement. On va se lancer sur la découverte de quelques petites news très rapidement, puisque on a vu passer quelques informations dont on n'avait pas encore parlé sur la chaîne. Un petit tour du côté des prix. Il y a des prix tout le temps. Il y en a encore sur cette période-là. CETI remporte le jeu de l'année au Portugal, c'est ça ? Oui. CETI remporte le jeu de l'année au Portugal. Le jeu de l'année au Portugal, c'est un prix expert. Vraiment, là, l'année dernière, il avait gagné Nucleum, par exemple. Ils avaient fait gagner Nucleum. Donc voilà. Alors après, c'est pas un prix aussi prestigieux que d'autres en Europe, mais je trouve ça toujours intéressant de voir qu'il y a des jeux qui sont assez transversaux, quel que soit le pays où on en parle.
2 années de suite, des jeux très, on va dire experts, calculatoires, Eurogame, et avec leurs qualités et leurs défauts et et j'étais pas ni une grande fan de SETI, ni une grande fan de Nucleum, mais voilà, c'est un jeu qui remporte beaucoup d'adhésion et qui a gagné le prix du jeu de l'année au Portugal. Et voilà. C'est très court, hein, comme info, ça, c'est facile. Bah oui, voilà, mais c'est important aussi parce qu'il y a des extensions, je crois, qui arrivent sur SETI, si je ne me trompe pas. Vous voyez Oui, les bien petites sûr. notifications en bas, ça me permet de remercier ceux qui nous soutiennent sur un monde de jeu. C'est Johan Levé qui a programmé ça. On va utiliser également l'outil de vote programmé par Johan Levé dans cette émission. Et là, vous voyez tous ceux qui ont acheté des tickets de tombola, notamment pour pouvoir gagner un dessin original sur le tirage au sort qui aura lieu vendredi, réalisé par un très très grand dessinateur. Je tairai son nom dans cette émission. Ouais. Ah. Et puis merci à ceux qui nous soutiennent financièrement, parce que vous savez que sur l'application mdj.fr, vous pouvez également vous abonner à la chaîne comme on s'abonne à un magazine. Ça nous permet de réaliser toutes ces émissions. Donc j'en profite pour remercier très vite, je ne l'avais pas fait juste avant, les personnes qui nous soutiennent, y compris sur Twitch, puisque Retourne Bloé a renouvelé son abonnement ce matin. Et puis sur l'application, je regarde là, tout de suite, on a eu un abonnement de Bob Danu qui s'est abonné ce matin, et de Clabas 6 également. Hier, c'était la Marina Bretonne, Mimi 1982, Ding Loops notamment, et on a aussi eu Retourne Bloé qui s'est abonné des deux côtés. Merci beaucoup à lui. Voilà, pour tous ceux qui nous ont soutenus, n'hésitez pas. Alors, petite information, on le dit chaque semaine, mais c'est bien de le dire, en fonction de l'abonnement que les gens font sur notre chaîne, comme il est libre, le merci qui s'affiche en bas de l'écran, une fois que toutes les notifications des achats de tickets de tombola des émissions précédentes se seront arrêtées, votre nom s'affiche plus ou moins longtemps. C'est impressionnant, hein, cette quantité de tickets achetés. Ouais, mais normalement, alors ça doit pas être à jour, parce que normalement, tous les tickets qui ont été achetés avant l'émission, ça doit pas s'afficher pendant l'émission. On doit que avoir les nouvelles notifications, là on est noyé. Je sais pas si je peux... Ça va peut-être, je sais pas combien de temps ça va durer. Un petit peu quand même. Bon, mais on a changé quelques petites options sur le site, donc là par exemple, Bob Danu, ça c'est une notification de ce matin, vous voyez qu'il s'est abonné, et son merci. C'est un peu plus long, c'est un peu plus long, on a le temps de... On arrive sur la fin, je crois, des notifications en masse. En tout cas, c'est très chouette ces petites animations qui apparaissent. Ah, ça y est, j'ai l'impression ça y est, là on verra vraiment les notifications de ce qui se passe pendant cette émission. On continue les news suivantes, pardon pour cette petite pause, mais c'est important de remercier ceux qui nous soutiennent parce que c'est notre modèle économique et ça, on en a besoin, hein, vraiment. On continue les news suivantes. Oui, alors c'est pas... Ah voilà, il faudrait faire la mise à jour de la page. Ouais, je le fais. Tu me l'as dit et puis je l'ai pas fait, mais... Voilà. Non, mais je lui dis de faire des choses et puis il fait pas. Après, moi, je peux rien faire pour ça. Non, c'est... alors, je vais parler pendant ce temps. Le Octogone, qui est le prix... qui est le festival qui a lieu à Lyon. Un festival très, très chouette auquel j'aime bien aller, mais ça fait beaucoup en fin d'année entre Vichy et Essen. Donc là, j'ai pas pu y aller cette année, mais Octogone est un festival très axé sur le jeu de rôle, hein, principalement, mais avec quand même des stands pour jouer aux jeux de société et voilà. Et ils ont un prix chaque année où ils récompensent à la fois les jeux de rôle, les jeux de société et les protos. Et là, on a les 4 gagnants. Alors, je remercie Ludovox parce que c'est sur leur site que j'ai trouvé l'information, parce que j'ai cherché partout. Alors, j'ai trouvé l'information sur Leaders, sur la page de Studio H. Ils ont communiqué dessus. Ils ont dit « Ah, on a gagné avec Leaders le prix initié à Octogone ». Ils étaient super contents, d'où la photo de Thibaut de Studio H qui reçoit le prix. Mais quand j'ai cherché pour les autres jeux, sur la page d'Octogone et sur le site d'Octogone et sur nulle part, aucune info. Je m'adresse à eux. Faites une petite mise à jour pour qu'on trouve les informations, c'est quand même pratique. Et par contre, Ludovox, ils avaient les infos, ils avaient été les pêcher au bon endroit, donc je les remercie et je les salue d'ailleurs. Ils sont pas très loin, Ludovox aussi, hein. Ils sont sur Lyon, donc forcément ça les aide peut-être aussi. Je pense qu'ils ont assisté. Bah voilà, c'est ça. Donc, Toy Battle a remporté le prix de la catégorie familiale, l'île des Mookies a remporté le prix enfant, et Daybreak, le prix expert. Alors, c'est rigolo de voir Daybreak, je ne me rends pas compte au niveau de l'année, à quel moment il est sorti. J'ai l'impression d'être l'année dernière. Mais voilà, chouette, très chouette d'ailleurs, très chouette résultat. Que des jeux que j'aime beaucoup. Voilà,
point leader, mais ça Et alors, breaking news de Debo qui nous dit l'année prochaine, ce sera en mai Octogone, parce que nous, c'est vrai que souvent, on le fait pas, ça tombe un peu en même temps qu'Essen ou pas loin d'Essen, et c'est compliqué d'enchaîner les festivals, bien entendu. En mai, ça va être aussi un affrontement entre les différents événements qui ont en mai. Est-ce qu'on fera Toulouse? Est-ce qu'on fera... Il y a Besançon aussi qui a un festival en mai. Est-ce qu'on fera Octogone? Il y a des conventions aussi entre auteurs entre auteurs et entre professionnels du monde du jeu qui se réunissent souvent sur le mois de mai. Il va falloir se creuser la cervelle de savoir quel est l'événement auquel on pourra participer. Mais j'ai jamais fait Octogone, moi, ça me tenterait. Hein. Alors, et des beaux jeux qui nous dit aussi, et je la salue, coucou, il change de salle, il n'avait pas le choix. Et ben, je vais te dire, c'est pas une mauvaise nouvelle parce que je trouve que le seul aspect un peu difficile à Octogone, c'était que ça se passait dans un grand, j'ai envie de dire hangar, mais c'est un hall d'exposition en fait, mais qui était avec une atmosphère assez rude, très haut de plafond, beaucoup de résonance à l'étage et en bas, bas de plafond, beaucoup les odeurs de fumée des stands de nourriture qui étaient omniprésents. C'était pas le lieu le plus agréable du monde. L'ambiance est très chouette parce qu'il y a une ambiance un peu à l'ancienne, un peu bon enfant et beaucoup d'espace et de tables pour jouer. Mais le lieu était un peu rude. Alors je sais pas à quoi ressemblera le nouveau lieu. Moi, je trouve ça pas si mal que ça passe en mai. Mais c'est vrai qu'il y a déjà aussi des événements en mai qui sont on se partagera peut-être. Hein. On va envoyer Rachel à l'alchimie du jeu pour découvrir la ville de Toulouse. On enverra Pénélope à Octogone et puis moi j'irai au ludopathique. Puis voilà quoi. Ah bah voilà. Allez, ils se gardent les ludopathiques. Tranquille. On a le temps de voir d'ici là, mais effectivement, il faudra regarder l'emploi du temps. Mais oui, ça peut être. C'est vrai que c'est assez sympa de se dispatcher, c'est aussi. Alors, on continue avec une info qui a l'air de ne rien avoir avec le jeu de société. C'est vrai, c'est le jeu vidéo, mais moi, vous savez, le jeu vidéo, ça compte beaucoup dans ma vie et tout ça, ça reste le monde ludique quand même. Et une nouvelle un peu triste de mon point de vue. Après 27 ans d'antenne, Game One, la chaîne du jeu vidéo, la grande chaîne du jeu vidéo, va fermer ses portes. Alors, c'est une nouvelle qui les a eux-mêmes, les animateurs qui les ont eux-mêmes surpris, ils l'ont appris en direct pendant une émission, pendant une coupure pub. Certains d'entre eux, pas tous, mais les salariés étaient déjà au courant depuis quelques semaines, mais certains animateurs n'étaient pas au courant. Ils l'ont appris comme ça. En fait, alors j'ai regardé l'émission aussi pour que le retour de Marcus qui explique les choses. En fait, ils l'ont appris sur BFM, mais ça c'était pendant qu'ils étaient en émission que l'annonce BFM est sortie. Exactement. Et c'est les informations qui leur ont appris que c'était. Alors, du coup, c'est franchement un peu rude. Et puis, ça se finit là. Ça se finit fin novembre. Donc, c'est assez dingue hein, comme procédé. Pourquoi? Tout simplement une histoire de rachat et de rachat et de rachat. Et en fait, Game One appartenait à... J'ai plus les noms. Je préfère pas m'empêtrer dans les noms, mais appartenait à une société plus grosse qui elle-même s'est revendue à une société encore plus grosse et ainsi de suite. Jusqu'à devenir un peu, je pense, un détail dans le catalogue de ce gros-là. Et en fait, ça ne rapporte, je pense, plus assez. C'est un peu pourtant, c'est bénéficiaire. Hein, oui, c'est pas déficitaire. Et en fait, on est un peu dans le même cas de figure, pardon de comparer avec Trick Track, mais Trick Track appartenait à des plus gros. Il y a un moment, quand c'est une pine dans le pied en se disant non, mais ça nous coûte cher. Et effectivement, c'est des sociétés qui peuvent coûter cher. On est sur de la presse, donc les revenus sont dissociés à ce que les gens réalisent. C'est de la négociation de publicité, c'est des contenus, c'est des partenariats, c'est des choses comme ça. Là, ça appartenait à Paramount Game One. Donc ça s'arrête, ça va s'arrêter peut-être. On ne sait pas trop exactement comment ça va s'arrêter. Mais visiblement, ils ne sont pas au courant de tout, surtout l'équipe. Pour l'instant, ils en parlent. Ils prennent d'ailleurs un peu de risque d'une certaine manière parce que quand je me suis dit en regardant l'émission de Marcus qui essaie d'expliquer les dessous de l'affaire, il parle publiquement. Il y a une petite prise de risque. Tu dois normalement vis-à-vis de ton... exactement la même c'est un cas particulier, bien sûr. Alors Marcus, il est exactement comme moi j'étais pour Trick Track, c'est-à-dire qu'il n'est pas salarié et il est payé à la pige comme moi j'étais payé à la pige sur Trick Track. Donc il prend encore plus de risques parce que c'est facile. Voilà. Mais d'un autre côté, il n'a pas de contrat en fait. Ouais, c'est l'honneur en fait de pouvoir discuter. Je suis pas du tout en train de le critiquer, mais il se permet de dire que effectivement, il n'a pas les infos, c'est pas très classe, alors qu'ils sont d'une certaine manière
il pourrait être en négociation pour savoir est-ce qu'on peut pas récupérer la marque, est-ce qu'on peut pas continuer à faire des choses, vu que cette structure est potentiellement, c'est une marque, Game One, elle est bénéficiaire, elle a moyen de négocier des choses, ils peuvent continuer des émissions et il le dit lui-même dans son Twitch et il explique que n'hésitez pas à lui faire des dons, à s'abonner à sa chaîne, ce qu'il a jamais encouragé jusqu'à présent, parce que il compte bien continuer, il va pas s'arrêter, il est pas au bord de la retraite. Bah oui, moi c'était une chaîne que j'aimais bien, comme on a bien aimé No Life et ça fait toujours plaisir de voir des chaînes. Alors, c'est pas une que j'aimais pas, c'est que j'ai plus le temps. Dans ma vie de créatrice de contenu, je regarde assez peu les émissions des autres et je m'en excuse. Mais j'ai regardé longtemps, ça a été vraiment une chaîne que j'ai beaucoup regardée. Je regardais Team Game One, je regardais les émissions de Marcus sur le rétro gaming que je trouvais très rigolote. Dernièrement, il faisait un peu des émissions au Japon et tout ça, donc je trouvais ça cool. Et c'est juste que ça proposait, il y a très peu de choses qui proposent, que ce soit du jeu vidéo, soit alors du jeu de société encore moins, on n'en parle pas, mais il y a très peu de choses. Et puis dans un cadre émission, en fait. La structure émission, elle est intéressante aussi, parce qu'on a beaucoup de contenu. Je vois sur le chat Arvansan qui nous disent c'est adieu la culture geek et les animés. Je pense pas, en vrai. Alors les animés, oui, peut-être que sur la télévision, ça va être plus compliqué, mais ça fait un petit moment maintenant que les plateformes permettent à ces animés d'avoir une place qu'ils n'avaient pas avant. On a accès à énormément de choses qu'on ne voyait pas, nous, quand Game One était le seul diffuseur. Aujourd'hui, et Marcus le disait aussi, il dit d'une certaine manière, il a inventé Twitch. Alors c'est un raccourci, mais qu'on comprend tout à fait. Il a fait du comment on appelle ça, du let's play. Voilà, exactement. Il a fait ça sur Internet avant tout le monde. Et par contre, ça existe aujourd'hui. La place, elle est beaucoup plus grande qu'autrefois. C'est pour ça que je suis pas complètement inquiet par rapport à l'équipe actuelle de Game One. Ils ont la possibilité d'utiliser ils ont déjà d'autres activités aujourd'hui pour avoir des contenus accessibles auprès de tout le monde. Ce que je souhaite, ce que j'espère pour eux, c'est qu'il y aura des formats type émission qu'on peut regarder, qui sont qu'on peut digérer plus facilement que des contenus très très longs de parties qui durent des heures. Exactement. On espère, par exemple, un Team Game One qui se reconstruit d'une certaine façon sur une chaîne Twitch. Ça pourrait être tout à fait, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Mais voilà, ça a été. Quelqu'un a cité les noms des sociétés que je n'avais pas retenues parce qu'il est tout le matin. C'est Paramount qui a été. Qui appartient à Skydance. Voilà, qui a été racheté par Skydance. Et la chose qui est assez. Quand même à noter et qui est un peu surprenante, c'est qu'effectivement, la chaîne n'est pas déficitaire. Ils gagnaient 2 millions d'euros de bénéfices par an. Mais c'est ce qu'ils disent. Ils disent c'est vraiment un détail dans les revenus de Skydance. Donc, et je précise aussi que je ne l'ai pas annoncé parce que ça nous concerne moins. Mais les chaînes MTV vont également fermer. Ça aussi, c'est historique. Il y en a d'autres chaînes qui sont concernées, effectivement. Voilà, mais bon, je me suis centrée sur Game One. Bon, c'est jamais des bonnes nouvelles, hein, bien sûr. Il y a des changements de modèle, là, c'est vraiment la fin d'une époque. Ça, c'est des évolutions. Après, les fermetures de chaînes, d'équipes comme ça, j'ai dû parler en même temps que toi. Je m'excuse. Il n'y a pas de souci. Des fois, on s'entend pas très très bien vu que j'ai pas d'écouteurs, donc on a mis le son très faible ici en retour, et ça peut arriver qu'on parle en même temps. Nos phrases se chevauchent. Merci à Mélodie qui s'est abonnée pendant qu'on parlait de Game One sur la chaîne, qui nous a fait un petit don. Merci également à Hugoline40 qui nous a fait un petit don. On a vu leur nom s'afficher à l'écran. Tout à fait. On continue avec les jeux les plus attendus de cette semaine. Vous savez que chaque semaine, et on va continuer à voter sur l'application, vous allez avoir la possibilité de laisser un petit vote en fonction des jeux que tu vas nous présenter, Pénélope. Et on le fait, alors c'était mardi cette semaine, on le fait pour... les sorties de la semaine. Vous votez pour les différents jeux et à partir de ça, je finis pas mes phrases ce matin, je sais pas ce que j'ai, tu sais, ça lag dans mon cerveau, c'est fou ça. Tu commences un truc en même temps, hein. Je te vois regarder et manipuler des choses. Donc vous avez pu voter et évidemment, on va regarder les résultats de ces votes, les jeux que vous attendez le plus. Le jeu que vous attendez le plus cette semaine, c'est Alligato. C'est le numéro 1 et je trouve que vous avez bon goût parce que j'aime beaucoup ce jeu qui sort chez Ludonaut, qui est signé par Florian Siriex et Mélodie. Et Mélodie, mais c'est le nom de famille de Mélodie. Le nom de famille de Mélodie qui nous échappe. Ah oui, c'est pas bien. C'est son premier jeu, Mélodie. Donc je vais regarder sur la fiche pour le dire proprement. C'est Mélodie Ladra. Merci beaucoup, la fiche. Merci, la fiche. Voilà, très chouette jeu qui sort cette semaine. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil à ce jeu parce que vraiment,
il y a des petits jeux de cartes dans lesquels on fait des tableaux, il y en a beaucoup actuellement, mais celui-ci, il est un peu plus long que d'autres, il est un peu plus expert, un peu plus initié, c'est un jeu initié. Il y a plus de mécanique à l'intérieur, mais moi j'ai besoin de ça en fait, j'ai besoin d'avoir des parties qui durent un peu pour pouvoir trouver mon plaisir ludique. Ouais. Je l'ai trouvé Puis dans celui-ci. avec une mécanique qu'on aime bien, toi et moi, les cartes à usage multiple, avec des tas de dilemmes. Et je le trouve très très chouette, Ouais, Arigato. ah bon, on est d'accord. Moi aussi, là je regarde de toute façon l'ordre des sorties de vos attentes de la semaine et je serai assez raccord là-dessus. Donc je le découvre avec vous. Numéro 2, c'est Ritual qui arrive en deuxième position de vos votes. Ritual, c'est vraiment très intelligent comme jeu et comme on le disait mardi, c'est un jeu dans lequel les rapports sociaux autour de la table font partie du plaisir intrinsèque du jeu. Il y a une mécanique, il y a des objectifs, on remplit des missions, on retente de nouveaux objectifs, mais ce qui est intéressant, ce qu'on retient, c'est ce qui s'est passé entre les joueurs et c'est comment les joueurs se sont comportés. Ça, c'est fascinant. Ouais, et puis ce que j'aime bien, c'est on est sur un jeu à communication restreinte, coopératif, un peu à la Tech Time. Et ce qui est rigolo, c'est de voir justement les gens. Il y a des gens, ils m'ont dit, ah mais alors celui-là ou Tech Time. Et je fais, bah alors vraiment, ils ont rien à voir. C'est-à-dire que c'est Ah oui. pas du tout la même. C'est là qu'on se rend compte que de la communication peut être très différente. La communication restreinte, on a beau se dire, bah on peut rien se dire, et ben on peut communiquer de plein de façons. Et ces deux jeux le font de façon complètement différente. Et celle-ci, c'est vraiment avec vos actions elles-mêmes, vos actes, qui vont donner des signes et que vous allez devoir décoder. Alors, on a un peu ça dans Tech Time, mais la partie communication qui précède dans Tech Time est plus importante encore. C'est les plans qu'on met en place. Et un peu, voilà. Tech Time, tu vois. Tech Time, moi, si je cherche avec quel joueur je vais le sortir, en fait, je crois que je le sors pas avec le même public. Tech Time, je le sors avec un public de 3 joueurs. Alors, ça peut être les mêmes personnes, mais pas les mêmes configurations. Avec 3 joueurs, je trouve que c'est super à 3 joueurs. 4, on commence à diluer un petit peu. J'aime bien ce truc où à 3, les interactions sont intéressantes et en même temps, on maîtrise un petit peu plus la façon de jouer de chacun. Oui. Celui-ci, j'y jouerai plus nombreux. Oui, tout à fait. Et plus vous êtes nombreux, plus le puzzle est compliqué. Hein. Ouais, mais j'y jouerais bien 4, 5. Il se passe Ouais. beaucoup plus de choses autour de la table. Donc là, vous pouvez y aller donc dans une ambiance qui est un peu différente parce qu'en fonction du nombre de joueurs autour de la table, forcément les interactions ne sont pas les mêmes. Ça se joue jusque 6 et puis je pense qu'on peut tout à fait le conseiller à 6. C'est pas désagréable, c'était plus compliqué, mais c'est pas désagréable du tout. Il se passe plein de choses dans ce cas-là. Ouais. Donc le fait de dire 6 joueurs par rapport à 3, tu sais, ça change beaucoup aux interactions ressenties. Ouais. Et puis Ritual, il y a ce côté timé qui met une tension, alors que Tech Time, c'est un côté plus détendu, à la cool. Donc vraiment, vous n'avez pas la même ambiance. Je suis désolée pour la comparaison, mais c'est parce qu'on m'a souvent dit, ces deux jeux qui font un peu la même mécanique, ils sont très très différents dans leur ressenti, quoi. Ouais, je me méfie des comparaisons quand il s'agit de descendre un jeu et d'en valoriser un par rapport à l'autre en disant vous voyez comme c'est mieux, prenez celui-là. On le fait de temps en temps, on est obligé parfois, mais on essaye de le faire de manière un peu plus élégante, c'est-à-dire en parlant du bon jeu plutôt, en conseillant plutôt le bon jeu. Ici, la comparaison, elle est logique parce que les gens la font naturellement. Et moi, franchement, je conseille les deux. Ah oui, dans les deux, bien sûr. On continue avec Kingdom Crossing, le jeu auquel j'ai toujours pas joué de mon côté, mais qui vous propose un plateau. Déjà, ça c'est assez agréable d'avoir un plateau sur la table avec un petit défi puisque il est basé sur un problème mathématique. Dans ce jeu, quand vous faites un chemin, vous ne pouvez passer qu'une seule fois par chaque pont présent sur le plateau et ça va vous orienter dans vos stratégies. Tu y as joué, toi ? J'y ai joué. Alors Kingdom Crossing, j'aimais pas encore d'avis parce que j'ai fait un début de partie, j'ai pas trouvé ça si bien. Et du coup, comme quand j'ai relu le pitch, je me suis dit quand même, je devais pas être bien luné parce que ça a l'air bien. C'est-à-dire que je sais pas comment dire, j'ai l'impression que je suis passée à côté et donc je veux rejouer au jeu. J'ai des retours qui sont plutôt positifs autour de moi. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu brouillon de s'y retrouver, beaucoup d'informations sur le bizarrement, le jeu n'est pas complexe du tout, mais j'ai trouvé ça un peu brouillon de s'y retrouver, de savoir ce qu'on était en train de faire comme objectif. Il y a des informations multiples et un peu contradictoires. Je sais pas comment dire, c'est mes yeux là, c'est pas moi, c'est mes yeux. Mais bon, ça, j'ai envie d'y rejouer vraiment très fort parce que j'ai pas fait. J'ai envie de me faire un avis après le retour des autres où on me dit ah non mais si c'est bien. Bon alors je suis peut-être passée à côté. Voilà.
Ça, c'est le 3e jeu le plus attendu cette semaine. Je vous donne un petit peu des stats parce que quand on fait ces votes-là, vous nous donnez votre degré d'attente entre 0 et 100, ce qui fait que c'est rare qu'on mette 100, c'est rare qu'on mette 0, mais les notes moyennes sont relativement basses en général. Quand on voit toutes les notes que vous avez fait depuis qu'on a lancé cet outil-là, une bonne note, c'est 50%. Les 5 jeux qu'on vous présente cette semaine sont les 5 de la semaine qui sont au-dessus de 50%. Il y en a juste 5, un 6e aussi, parce que j'ai mis de côté l'extension de Zenith. Je vous le dis, c'est celui qui fait le meilleur score en réalité cette semaine, mais c'est une extension, donc je ne le place pas dans la liste des sorties, des nouveautés. C'est pas vraiment une nouveauté, c'est un ajout pour un jeu qui existe déjà. Zenith Secret Agents arrive en première position avec 66% d'attente. Ça, c'est exceptionnel. Des jeux qui atteignent 66%, c'est vraiment très rare. Le record pour l'instant, depuis qu'on utilise cet outil, c'est Tech Time qui a passé les 70, mais je crois de mémoire que c'est le seul. Peut-être que quand on a reparlé des châteaux de Bourgogne, on a eu un très gros score comme ça, mais c'est le seul jeu qui dépasse 70%. Quatrième jeu, c'est Emblème, donc le jeu qui est signé par Romaric Gallenier et Adrien Despromeeple. C'est pas son nom de famille, mais Adrien Bonnard. Adrien Despromeeple. Mais on dit Despromeeple, c'est un noble dans le monde du jeu de société. C'est ça. Donc Emblème, c'est un jeu de cartes auquel j'ai toujours pas joué de mon côté, qui est publié par Savannah. Vous l'attendez beaucoup également. Tu y as joué, toi ? Alors, j'y ai joué quand c'était un proto. J'y ai joué au chalet, d'ailleurs, quand c'était un proto. J'ai pas encore pu jouer à la version définitive. Le système a l'air plutôt sympa. Alors, il me rappelle un peu In Front of the Elevator, mais sans enfin, différemment, mais et c'est rigolo parce qu'ils connaissent pas du tout ce jeu, les auteurs. Donc c'est toujours marrant de voir quand on retombe sur quelque chose de très proche de quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. C'est comme en musique, on compose un morceau puis on tombe sur le riff de quelqu'un d'autre. Mais donc dans ce jeu, vous allez jouer des cartes face cachée à votre tour et vous allez les mettre devant des cartes de scoring et les cartes vont avoir vont interagir entre elles. Je trouve que sur le pitch, ça a l'air d'être assez malin, assez chafouin, assez épuré. Donc moi, ça me fait envie. Un peu chaotique, bien sûr, mais ça a l'air tout simple et j'ai envie d'y jouer, ouais. Oui, moi aussi, j'ai très envie d'y jouer. Je crois qu'on a reçu le jeu. On a reçu plein d'appels, je m'y perds un petit peu, mais il me semble qu'on a reçu le jeu quelque chose comme hier. Donc je vais enfin pouvoir me lancer dans une partie et j'ai hâte. Et puis, le dernier jeu qui arrive dans ce classement-là, dans les 5 premiers, c'est Viva Katrina. Celui-là, j'y ai joué. Je suis content, j'y ai joué lundi, je crois. On a pu faire une petite partie au chalet et c'est plutôt chouette. Moi, j'ai bien aimé Viva Katrina. Donc, on est sur un jeu de tuiles. J'adore les jeux de tuiles, j'adore les jeux de connexion. C'est assez épuré, assez simple comme jeu. On va ramasser des tuiles, on va les poser devant soi. Ça marche très bien à deux, d'ailleurs, j'ai trouvé, parce qu'on se concentre évidemment sur le score de son adversaire. On essaie de faire son meilleur petit patchwork. On est dans une catégorie de jeu hyper accessible, là, pour le coup. Vous voyez un extrait de la partie que Aline a fait avec Joseph et Rachel. Ouais, non, ça aussi, ça me fait très envie. Mais je suis comme toi, j'adore le placement de tuiles, j'adore le système de draft qu'ils ont mis en place, ça a l'air vraiment très chouette. Donc, j'étais un peu passée à côté parce que je ne sais pas pourquoi, la couverture ne m'évoquait pas du tout un jeu de tuiles. C'est Jérémy Fleury qui a fait les illustrations. Ouais, c'est très chouette comme d'habitude. Oui, c'est très chouette. Mais par contre, je voyais. Enfin, vous savez, des fois, la couverture vous dit un peu ce que vous allez trouver comme jeu à l'intérieur. Et ben là, je ne voyais pas ça du tout. J'avais l'impression d'être sur un jeu un peu, je ne sais pas, plus d'ambiance, plus party game. Et en fait, non, c'est un jeu de pose de tuiles. Ah, bah non, c'est fait pour moi. Ah, c'est Grégory Grard. Ah, bah non, c'est fait pour moi. Donc, du coup, j'ai très envie d'y jouer. Oui, on commente très souvent dans cette émission, vous le savez, les illustrations, les couvertures, ce genre de choses, je le fais aussi. Et ça, c'est des avis perso, évidemment, vous avez le droit. C'est facile de commenter une illustration, de dire si elle nous touche ou pas. Ça n'est jamais un jugement, c'est un avis. Et ça, on ne se va pas s'en priver. Je me pose la question, tu sais, des fois, quand je présente un jeu, je dis « Oh, j'aime pas du tout ces illustrations », je l'ai dit sur Aligato, en fait. Et des fois, derrière l'émission, je suis un peu gêné. Je me dis « Ah mince, est-ce que c'est sympa ce que je viens de faire ?» Je me suis permis de dire « En fait, c'est juste mes goûts. C'est pas que j'aime pas le travail de l'illustrateur, c'est que moi, ça me parle pas. » C'est très différent, ce genre de retour. Je le précise parce que ça fait partie du plaisir de faire une émission, de dire ce qu'on pense quand même. Bah oui, complètement, sinon, et on va pas s'en priver.
Je sais pas pourquoi. Les gens vont me dire dans les commentaires, Martin, pourquoi tu t'expliques? Arrête de t'expliquer. Oui, c'est clair. Parce qu'on a des commentaires, en fait. Ils auraient On raison. rebondit sur vos commentaires d'une certaine manière. On a le commentaire de 1 ou 2 personnes qui ne comprennent pas, mais la plupart des gens comprennent très bien et c'est pas un problème, bien sûr. On va partir au tour du monde. Ouais, on fait une micro-pause. Je vais vous diffuser juste la petite pub. Elle dure vraiment pas très longtemps, celle-là. On a une Je crois pause que au on est milieu de sur notre du 25 programme. secondes, quelque chose comme ça. C'est pour saluer le retour en stock d'un des meilleurs jeux de l'année, puisque Toy Battle, vous savez, c'est le jeu qui a remporté le Sablier d'Or. On en est assez content cette année. Et en plus, il revient. Et ça a été pas facile pour Repo Productions de suivre l'attente des joueurs. Oui. Forcément, fallait en tirer pas mal. Ça y est, il est de nouveau disponible. Je crois qu'il doit être là dans vos différentes boutiques. Je vous diffuse cette publicité. On se retrouve juste après, Pénélope. On passe au tour du monde ludique et on commence par la France. Pas grand-chose. Voilà, il y a rien. Non, mais c'est fou, c'est la première. Je crois que c'est déjà arrivé une fois. Mais cette semaine, vraiment, alors j'ai fait tous les fonds de tiroir. Donc, si vous avez, éditeur, des jeux que vous avez, que vous vouliez annoncer, que vous avez signé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à envoyer un mail à un monde de jeux, parce que en fait, je l'aurais annoncé avec plaisir. Mais là, j'ai eu beau chercher sur les réseaux sociaux, sur les sites spécialisés, dans mes mails que je reçois de certaines annonces, rien d'annoncé cette semaine. Donc en France, il n'y a pas d'annonce cette semaine pour des jeux à venir. Alors, l'explication pour moi est assez simple. Essen la semaine prochaine rime avec préparatif, et donc les éditeurs sont occupés à autre chose que là, lancer des jeux à la dernière seconde pour 2026. Ils sont vraiment dans les prépas de Essen et on s'en réjouit. À l'étranger, par contre, il y a pas mal de choses, donc on y va. Et on commence avec c'est Big Mich qui dit c'est un complot pour qu'on ne gagne aucune patate. T'inquiète, vous allez vous faire des patates, mais c'est marrant d'ailleurs le mot patate quand on y pense, mais c'est sans patate. Si vous On avez va la ref. voter comme d'habitude sur les jeux qu'on vous présente. Vous allez nous dire si ça vous hype ou si ça vous hype pas. Et en fin d'émission, on regardera. Je crois que la semaine dernière, j'ai oublié. Non, on a oublié de regarder le classement à la fin de l'émission. Les jeux que vous Exactement, je te attendiez l'ai le plus, si rappelé. on a regardé. On y a pensé, mais des fois on oublie. Rappelez-le moi si jamais je lance la fin et que je vous ai pas remontré les votes les plus attendus. Alors, où est-ce qu'on. Alors, moi, à chaque fois, je suis un peu perdu. Je suis sur le site d'un monde de jeux, mais où est-ce qu'on vote là en direct Ah, tu veux que je te montre? Oui. Alors, oui, parce que je suis dessus, je pour suis l'instant, sur j'ai pas lancé de vote. UMDJ. Pardon, là, je vous montre des choses que je devrais pas monter. Hop, ça, c'est mon menu. C'est mes Oh là menus, là, c'est pas très incroyable. grave, mais- On est dans ton intimité. Non, c'est juste que moi, je me suis fait une sorte de bureau sur Chrome. Donc, je peux accéder directement aux différents sites auxquels j'ai accès en me faisant des grosses icônes que j'ai fait moi-même. Vous l'avez vu, c'est rigolo. Ah. Mais Nous aussi, on veut des grosses icônes faites par. il n'y a rien de caché. Alors, sur le site d'un monde de jeu, on n'a pas encore lancé la session, je vais le faire là, sur les votes d'aujourd'hui. Mais quand vous vous connectez, premier changement pour ceux qui regardent qu'une émission par semaine, maintenant on se connecte via Twitch. Oui, jusqu'à présent, il n'y avait pas du tout de connexion, vous marquez juste votre pseudo, mais ça commençait à poser beaucoup de problèmes à Johan quand il voulait rajouter une nouvelle option. Donc simplement, on vous demande de vous loguer avec votre mot de passe Twitch. Toujours pas de compte à créer sur un monde de jeu, mais vous utilisez celui de Twitch, tout simplement. Hop, du coup, plus besoin de demander de code boutique et tout ça. Ensuite, vous avez plusieurs onglets qui sont en dessous, qui correspondent aux différentes émissions de la semaine. Donc, vous pouvez encore revoter si vous n'aviez pas voté pour les émissions précédentes, par exemple sur celle d'Oléma. Moi, j'ai pas fait mes votes encore. Je les ai pas fait en direct, donc je peux encore voter pour dire que certains jeux me plaisent beaucoup. Par exemple, le Digi7 auquel on a joué en émission. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. J'ai hâte de faire toutes les fiches. J'adore en vrai. J'adore, donc je préfère très largement je vais mettre un 90. C'est une excellente vote, hein. Excellente note. Hop, on vote comme ça, j'ai gagné une patate. Et donc, sur cette interface, vous allez avoir le nouvel onglet, celui d'aujourd'hui, et vous pourrez voter pour les jeux que tu nous présentes, en commençant par celui dont on vient de parler, c'est-à-dire j'ai oublié, hop, Sea Scroll.
Voilà, Sea Scroll. Ah, génial. Donc, Sea Scroll, c'est un jeu qui nous vient des États-Unis, plus précisément de la Californie. C'est Renegade Game Studio qui ont annoncé une flopée de jeux, en fait. Vous allez voir, c'est le premier, mais il y en a 3 en tout. On va en parler de 3. Et c'est un jeu de Alex Hutton, illustré par Yulia Brodskaya. Ça sortira. Vous voyez, là, on est dans les annonces lointaines, hein, puisqu'on est sur mars 2026. Donc ça, on ne le verra pas à Essen. On le verra peut-être arriver chez nous en France, on ne sait pas. Mais bon, c'est un jeu de cartes, tout simplement. On va pas s'étaler trop longuement sur Sea Scroll. J'aime bien son illustration, j'aime bien la façon dont c'est illustré. C'est un jeu de cartes pour 2 à 6 joueurs dans lequel on va essayer de constituer de grands bancs de poissons pour essayer d'effrayer les requins, en gros, parce que si on les effraie pas, les requins vont manger. En fait, les requins, à la fin, quand on va faire de la collection de cartes, en gros, hein, et à la fin, le requin va manger les plus petits bancs de poissons. Donc, dans les types de poissons que nous aurons, et ben, ça sera seulement nos collections les plus grandes qui vont scorer. Et ça, c'est tout simple, hein, comme mécanique. Je crois que ça va être juste un jeu de collecte au centre de la table avec. On est vraiment sur du jeu très très familial, pas du tout complexe, et surtout son illustration qui a attiré mon œil. Et puis Renegade Game Studio, qui est quand même aussi une référence en éditeur et dont on surveille le travail. En général, les jeux de Renegade arrivent chez Origame. On verra si celui-là fait partie du lot. Juste petite anecdote rigolote, j'ai vu sur le forum déjà de Board Game Geek des gens faire au secours, il y a 2 poissons sur l'image que vous avez mis qui sont des poissons de rivière, ça va pas du tout. Ah, Ils n'ont aucune chance d'être mangés par des requins de fait. Ça m'a fait rire, je me suis dit que j'allais vous la raconter. Et j'imagine l'éditeur qui voit ça et qui se dit eh merde, pardon, mais c'est vraiment la critique où on se dit ah bon, voilà. Donc c'est 6 scrolls et c'est pour mars 2026 chez Renegade. Toujours chez Renegade, on continue avec Roborally. Alors, j'ai oublié de rajouter le mot qui est important dans la description, c'est Roborally Dice. C'est-à-dire que c'est oui, c'est pas le même auteur d'ailleurs, hein, parce que là on voit que Ken Klenko comme auteur de ce jeu, que le Roborally d'origine. Alors attends, je vérifie que c'est pas moi qui ai oublié. Alors, Non, c'est moi qui ai oublié. c'est bien marqué. Alors, tu as marqué David Bernal. Non, c'est marqué en dessous sur la couverture Ken Klenko. Ouais, j'ai fait une. C'est parce que des fois, je Oui, copie-colle bien mes sûr. phrases pour les modifier. Et donc là, c'est l'auteur du jeu qui est juste au-dessus ou juste en dessous. Donc désolé. On est sur effectivement un jeu de cartes de Kane Klenko, illustré par Gonzalo Lopez et non pas Jorge Tabanera Redondo. Je suis vraiment désolée, j'ai pas fini de faire mes modifications. Et donc, c'est pas les bons noms ni d'auteur ni d'illustrateur. Ça sera modifié sur le site. Là, je l'ai déjà modifié, mais ça sera modifié avec, Oui, il faut que avec j'actualise. voilà, avec une petite actualisation de la page que vous aurez sur le site. Donc, c'est un jeu, si vous connaissez, j'ai modifié que l'auteur pour l'instant, parce que je suis pas très rapide. Mais c'est un jeu qui est la version D de Roborally, qui est déjà lui-même un classique du jeu de société. Alors, Roborally, je ne sais plus de quand il date. Je vais aller regarder ça tout de suite. Roborally, il date un petit peu, parce que Pirou nous dit que ça fait 30 ans qu'il existe. Je regarde, c'est 2016. Donc, bah non. Alors, cette version-là. 1994, Roborally. 94. Non, je ne suis pas sur la bonne version. C'est un jeu de 94, exactement. Voilà. C'est un classique de Richard Garfield, évidemment, l'auteur de Magic notamment. Ça fait partie des jeux dont on a beaucoup parlé. J'avoue que j'y joue plus, moi, Roborally. Ça fait partie des noms qu'on connaît, mais pas des jeux que je sors régulièrement. Voilà, une version D qui se rajoute. Une version D qui sera un jeu de course compétitif avec frénésie, c'est-à-dire que du coup, on va jouer des dés, les mettre sur nos actions et déplacer en temps réel notre robot sur la carte centrale. Ça peut m'amuser, moi, personnellement, hein, parce que j'avais joué à un jeu comme ça avec des dés en temps réel qui était assez cool. Et là, le nom m'échappe. C'est fou le nombre de noms de jeux qui m'échappent dernièrement. Un gros jeu d'action où on devait éliminer des ennemis sur une map et il y avait un timer et on jetait des dés. Et moi, j'aime bien ce côté. Quand c'est un jeu de course compétitif, ça fait complètement sens d'être dans quelque chose d'un peu frénétique où on dirige son véhicule et essayer d'être plus rapide que l'autre en fait. Donc moi, ça peut. Je trouve que l'idée se porte bien en tout cas sur le jeu. Donc on verra ce que ça donne. C'est toujours chez Renegade. N'oublions pas que je regarde un peu ce que vous dites dans le chat, mais
C'est, Pierrot, oui, dit 30 ans le jeu, hein. Il datait de 1994, le jeu d'origine, et celui-ci sortira en 2026. On passe au suivant et là aussi on est, toujours chez, Renegade. Et ben, ils font du portage, de la réédition, du retravail, et on est cette fois-ci sur Diplomacy: The Golden, Blade, qui sera une version allégée de Diplomacy. Diplomacy qui est connu pour être un énorme, et ben, là aussi petite faute de frappe, hein, Piplomacy sur, je suis vraiment désolée, il était tôt ce matin. Donc Diplomatie, c'est un jeu de Roscoe Shock, ça sortira en 2026. Et quelle est l'ambition de ce Golden Blade, qui sera un jeu de bluff et de cartes, et surtout de négociation? C'est de vous faire une version à 15 minutes par joueur du grand jeu Diplomatie, qui lui était connu pour être un jeu qui durait à peu près 6 ou 7 heures. Un très très long jeu de diplomatie, il faut le dire, où ça parlait beaucoup autour de la table, et c'était l'essentiel du jeu. Et c'est pareil, c'est un classique, hein. D'ailleurs, je regarde, lui-même, Diplomatie était sorti. 1959. Voilà, alors Et on là est aussi, c'est vraiment. pas le même auteur forcément sur cette nouvelle version que sur la version d'origine qui était signée, je regarde, par Alan B. Kalhammer. Calamer. Voilà. Et c'est de la pure négociation. Il y avait une grande carte au centre de la table, une map sur laquelle on joue des militaires, hein. Enfin, en gros, c'est du jeu de stratégie à grande échelle. Et là, en fait, c'est la version vraiment très courte. On imagine bien qu'à 15 minutes, du coup, il n'y a plus de carte centrale. On va jouer avec des cartes uniquement. Et ça va se passer en prélude de la Première Guerre mondiale. C'est les 7 grandes puissances européennes qui vont se battre pour la suprématie militaire. Et donc, il va y avoir. Normalement, on garde tout ce côté négociation et bluff, mais avec juste des cartes. Et bah, moi, ça m'intéresse énormément. Parce que Diplomatie fait partie des jeux cultes auxquels j'aurais bien aimé jouer dans ma vie. Mais franchement, 6 heures de négociation, je pense que voilà. Je- c'est pas du tout. La négo n'étant pas une de mes mécaniques favorites, n'étant moi-même pas très bonne en négo, je souffre plutôt. Mais alors, essayer de la négociation sur 15 minutes, moi, oui, banco, je signe tout de suite. Et donc, moi, il fait partie de mes attentes assez fortes en réalité, parce que ça me rend très, très curieuse. Le côté aussi un peu historique de la licence. Voilà, j'espère que ça marche parce que souvent ces jeux-là ont parfois un peu vieilli dans leur mécanique. Peut-être les joueurs aussi ont un peu vieilli. Bah, d'où l'idée, je pense, par contre, on n'est pas sur le même auteur, ni la même mécanique du Oui, tout, donc je pense d'où l'idée d'un le jeu doit être refresh. différent. Ouais. Alors celui-là, j'ai failli passer à côté, il est dans les hotness de BGG, c'est comme ça que je l'ai repéré. C'est actuellement en financement participatif sur GameFound. C'est lancé par le studio, par Four Studio, et qui sont les éditeurs qui ont apporté Moonraker, Mythic Mischief, là encore une petite faute d'écriture, tout va bien. C'est Honor's End, un jeu de Mark Anderson, Zach Dixon et Austin Harrison, qui sont, enfin, en général, je vais aller vérifier, mais en général, les jeux de cet éditeur sont souvent, voilà, c'est en fait, c'est les designers des jeux précédents que j'ai cités, hein, de Mythic Mischief, Moonraker, c'est les mêmes auteurs en fait. C'est illustré par Glenn Thomas, assez chouette d'ailleurs, hein, les illustrations, je trouve le look franchement assez cool. C'est en cours de financement actuellement sur Kickstarter, et ça fonctionne très très bien puisqu'on a déjà presque 6000 contributeurs, donc le jeu cartonne, autant le dire comme ça. Et on comprend pourquoi, parce que franchement, c'est un jeu de deck building coopératif. On pourrait le rapprocher, je pense, un peu de ce qu'on avait avec un Aeon's End, mais faites la comparaison de très loin, hein, parce que pour l'instant, moi, je fais une comparaison sur le format, purement, jeu de deck coopératif avec des ennemis à éliminer. Mais je n'ai pas du tout la moindre idée de quels sont vraiment tous les détails du gameplay. Donc on va juste on joue des chevaliers puissants qui vont s'associer pour combattre des créatures, un monde médiéval hanté par une sombre chose sans doute.
J'ai pas les détails de ce lore qui est toujours. Les lores comme ça, ils sont toujours très approximatifs. C'est des sombres, des mystérieux, des choses comme ça. Donc bon, ça permet pas de se raccrocher vraiment à quelque chose. Mais bon, ce qui compte, c'est ce qu'on va faire à l'intérieur et on va donc s'unir pour surmonter ces menaces grandissantes. Et on va utiliser nos cartes. Hein. C'est un deck building, donc on va piocher 5 cartes, on va jouer avec nos cartes. Puis on va pouvoir en acquérir d'autres, c'est toute l'idée du jeu. Et il y a plusieurs voies en fait qu'on aura au choix dans ce jeu, la bravoure, la force, la sagesse, et ça va nous permettre d'avoir un espèce de guide sur notre type, notre style de jeu, je pense notre deck aussi, afin d'avoir des techniques de combat. Et donc ça, je trouve ça plutôt très cool. Graphiquement, ça a l'air assez épuré, assez lisible, et moi, c'est ma came. Alors là, on est dans moi, le deck building, j'adore ça. On a l'air d'être sur quand même un jeu de deck building qui est vraiment centré sur le deck building et pas accompagnant d'autres systèmes de jeu. Et voilà, donc là, c'est sur Kickstarter. J'aimerais que ça sorte en français. Ça, c'est vraiment un jeu que j'aimerais voir. Mais bon, je pense hein, qu'il y a de fortes chances qu'il arrive. Je regarde d'ailleurs s'il a. Bah, moi, j'ai regardé les précédents jeux des éditeurs, des auteurs. On avait Fractured Sky. C'est des jeux qu'on a beaucoup vus, tu sais, tourner sur Ouais. les annonces de Kickstarter. On en avait parlé à l'époque. Moonrakers, je ne sais pas s'il y a une version française de ça. Non. Je crois pas. Hein. Et non. On les a pas vus en version Mythic en Mischief, dehors. oui. Mythic Mischief a eu sa version française et il y a quelques-uns de leurs jeux qui ont eu des versions françaises, mais pas tous du tout. Donc effectivement, Ouais. c'est pas une règle. Bon. Et voilà. Donc moi, je pense que là, il y a quand même un jeu qui a l'air d'être intéressant. Et donc, je fais un appel aux éditeurs. Bref nous dit que sur le bas de la page, il parle d'un rapprochement avec un localisateur. Ouais. Ça se dit comme ça, localisateur? Oui, quelqu'un qui localise. Oui, non, je ne sais pas. Ouais, Quel est je le bon sais pas. terme? D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que je vois les votes en direct. Hein, donc, tout de suite, celui-ci, Ouais, vous l'attendez pour ceux aussi. qui Donc votent, oui. moi aussi, hein, je l'attends bien. Donc, je vote pour lui en même temps. On continue le jeu suivant. On part. Alors là, là, on était en Espagne. Hein, les éditeurs de l'éditeur Force Studio, c'est un éditeur espagnol. Et maintenant, on part en Allemagne chez Ur, un éditeur classique, célébrissime, qu'on ne présente plus, qui nous annonce plusieurs jeux également, deux jeux qui eux aussi ont du succès sur Board Game Geek. C'est dans la Haute-Ness, tout ça. Donc c'est Rising Culture, le premier, qui est un jeu de Ask Christiansen et Francesco Testini, illustré par Stéphane Stonberger, alors, vous voyez les auteurs, hein, Ask Christiansen, c'est l'auteur de Living Forest, entre autres, et Francesco Testini, c'est l'auteur de Momiji, entre autres. Donc, on est vraiment sur des auteurs qui ont déjà de l'expérience. Et le jeu, alors celui-ci, il est assez tentant. C'est un jeu dans lequel on est dans le jeu classique. Hein. Moi, c'est tout de suite le genre de jeu où on est en Égypte. Je vois que la mécanique, ça nous parle. C'est du carte à usage multiple, donc ça aussi j'aime bien. On va prendre le contrôle d'une des 4 civilisations, soit l'Égypte, la Perse, Rome ou le califat abbasside, et on va avoir chaque civilisation a son deck avec ses propres capacités, et le but c'est d'emmener notre civilisation vers la gloire, c'est-à-dire avoir plein de points. Ça, c'est des thèmes, c'est facile. Voilà, ça, on sait de qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu? On va conquérir des provinces, on va construire des bâtiments, on va acquérir de la renommée, et tout ça avec des cartes à usage multiples qui vont nous proposer des choix. C'est est-ce qu'on va les utiliser pour leurs ressources, ou est-ce qu'on va les utiliser pour construire des bâtiments, ou est-ce qu'on va les utiliser pour incarner, pour incarner des dirigeants, etc. Donc ça, c'est vraiment, là, on est pile poil dans ce qui me plaît. Je pense que tu aimes bien aussi. Alors ça m'attire sur la proposition, parce que en même temps, tu vois, c'est vrai que dans cette période où il y a énormément de jeux qui arrivent, on a l'impression que c'est un peu plus léger. Alors on a vu que les cartes, Oui. on se rend pas bien compte, donc on se dit je vais pouvoir y jouer facilement. Et parfois, indépendamment de l'attrait qu'on a pour un jeu en particulier, on a un attrait pour le moment, tu sais, le moment un petit peu de distraction dans cette période où il y a beaucoup de choses à faire. Naturellement, on sent que ça va être plus simple de jouer à un jeu comme ça. Et oui, je me le note. J'aurais dû
Oui, il faudrait que tu aies une petite wishlist à côté, comme ça tu les Bah, tu tu t'en sais, souviens. là, on fait des votes, hein, on dirait que c'est après tu fais une Ouais, photo et tu as ta wishlist. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est une super idée, hein, ces votes, moi j'adore. Et j'ai oublié de préciser un fait quand même extrêmement important, c'est un jeu de joueurs. Voilà. C'est un c'est Parce que un là, jeu vous de pouvez le joueurs. faire vraiment, j'insiste dessus parce que c'est chouette aussi d'en parler, c'est que sur votre système de vote, ici en dessous, vous pouvez faire voir mes votes, même après avoir voté. Donc vous pouvez tout à fait sauvegarder votre wishlist de jeu en disant, bon bah voilà, je retiens que ça m'a parlé. Je sais pas si ça a une utilité, mais en tout cas, c'est possible de le faire pour pouvoir se rappeler, faites-le chez vous, vous verrez les votes que vous avez donnés, même si vous avez un doute par la suite. Ouais. On continue Ouais, avec le donc, jeu oui, suivant. alors au cas où vous ayez pas entendu, parce que je le redis, parce que tu n'y as pas réagi, mais c'est pas grave, je sais qu'on est, Ah oui, j'ai parlé en même temps que voilà. toi. Non, non, c'est que c'est un jeu de joueurs, hein. C'est vraiment Ah, un jeu de duel, et c'est important de le préciser, qui se joue en 45 minutes. Effectivement, ça sera pas trop long. Et ils ont annoncé un autre jeu, qui lui aussi, il est dans la hotness. Les gens s'y intéressent. Alors moi, personnellement, un petit peu moins, parce que la mécanique m'a l'air d'être quand même beaucoup plus légère. Ça s'appelle Makoto. C'est un jeu de Simon Weinberg, encore une fois illustré par Stéphane Sonberger. Alors, je précise que oui, dernièrement, Our a utilisé des IA sur certains de leurs jeux. Là, non. Avant que quelqu'un me fasse la remarque ou me demande la question, parce que c'est une question qu'on me demande après, là, non, j'ai fait, j'ai fait mon enquête approfondie. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, des parties de 20 minutes à partir de 8 ans. On est sur vraiment un jeu léger. Alors, le jeu précédent sortait en novembre 2025 et celui-ci sort en octobre. Donc, je pense que c'est des jeux qui vont être présents pour le coup Essen. à Essen. Ah, Donc, chouette. Non, mais tu vois, j'avais envie de me le noter celui d'avant. ouais, bah oui, moi aussi, il a rejoint ma liste des je l'attends et j'ai envie d'y jouer. Donc c'est un jeu. Makoto signifie sincérité en japonais. Voilà, maintenant Oui, vous le savez. Et c'est le voyage d'un ronin, pardon, je sais pas comment on dit, je crois que c'est ronin, à travers la campagne japonaise. Et en fait, c'est un jeu d'escalade. Ça fait partie de ces jeux où vous allez jouer un peu, bah, c'est pour finalement. Pierrot, ça. Oui, c'est du jeu. Ah, elle est drôle, elle est drôle. Alors, le jeu d'escalade, c'est vous faites tout simplement des combinaisons de cartes et il faut jouer une combinaison toujours plus forte que la précédente par-dessus. Ça se rapproche du jeu de défausse, sauf que des fois, ce n'est pas un jeu de défausse. En l'occurrence ici, vous allez effectivement jouer des cartes de vos mains, mais c'est le dernier à réussir. En fait, vous allez jouer des combinaisons. Il faut être intelligent sur la gestion de votre main. Le but étant d'être le dernier à réussir à se défausser de cartes, pour pouvoir remporter le pli, entre guillemets, le pli en cours. Donc, le dernier à jouer des cartes, et quand tout le monde a passé, récupère toutes les cartes qui sont au centre et ça fera des points en fin de partie. Après, l'exact jeu, comment sont faites les compositions, ça sera à voir un peu pendant le jeu, mais en gros, ça sera des ensembles de plusieurs cartes de même valeur ou des séries de cartes de valeur, ou alors il y aura un carré, c'est le Kenzei qui peut être joué sur n'importe quelle combinaison. Il y a des petites choses qui me rappellent là-dedans Gang of Four ou Odin, puisque aussi dans celui-ci, on Ouais. retrouve la mécanique où quand vous passez, vous allez quand même rester dans la manche. Et donc, ça va mélanger un peu de tout ça. Donc, si vous aimez ce genre de jeu, il y en aura un qui s'appelle Makoto, qui sort chez Our, avec Il y a des tout ce qui illustrations m'attire plus sympas. aujourd'hui. Le thème japonais, j'en peux plus, parce qu'en fait, c'est des Exactement. thèmes qui sont archi plaqués, il n'y a pas du tout d'émotion. Tu sais, quand Antoine Boza fait un jeu sur le Japon, on sait qu'il est authentiquement passionné par le Japon et que c'est quelque chose de personnel, il l'a fait avant plein d'autres Mm. d'ailleurs. Mais quand tu te retrompes sur des jeux comme ça, où tu as l'impression que c'est bon, bah ça passe, ça marche bien à l'international, bon, je m'en fous. Ah là là, je suis Pardon, tellement hein, mais je m'en d'accord. fous. Jeu de cartes, il va falloir que j'y joue et qu'on me dise c'est vraiment exceptionnel pour que j'y aille, parce que j'en ai Exactement. trop. Moi, alors le thème japonais, avec Arigato, je passe outre parce que j'aime bien la mécanique, mais c'est vraiment un thème qui maintenant me lasse Oui, profondément. bah, parce qu'il y a une overdose. Ouais, Parce que ouais, ouais, c'est super à la base, mais il y en a trop. et effectivement, il est souvent utilisé juste pour faire des jolies choses, mais pas forcément. C'est vrai que dans les jeux d'Antoine Boza, souvent ça va un peu plus loin et ça va chercher des détails. Mais quand c'est juste pour nous mettre voilà, des figures et qu'on comprend pas trop ce qu'on est en train de faire, ça sert à rien. Enfin, mais bon, c'est vrai que c'est un thème qui m'attire plus du tout non plus. C'est comme le thème spatial, j'en ai eu trop là.
Le Pour jeu ceux qui ont du suivant. mal à se connecter à l'application, je le dis parce que je vois les messages, n'hésitez pas à nous le dire en fait, parce que là on est en train de tester une nouvelle méthode de connexion et du coup on n'a pas tous les retours. Faites gaffe pour certains. Alors c'est votre mot de passe Twitch maintenant. Si jamais on vous demande un mot de passe, ça sera celui de Twitch qu'il faudra utiliser puisque on se connecte via le système Twitch. Vous devez avoir un compte de toute façon, il fallait déjà en avoir un avant, donc ça change pas grand-chose. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il peut y avoir des problématiques de pare-feu ou d'antivirus, parfois qui empêchent sur votre lieu de travail notamment de se connecter à ce genre de choses. C'est ce qui peut arriver éventuellement, donc jetez un coup d'œil de ce côté-là, si jamais ça coince trop. Mais sinon, normalement, il n'y a pas de changement par rapport à d'habitude. On passe en Espagne, on retourne en Espagne plus Oh, ça précisément. l'illustration J'adore. me plaît bien. Ah ouais, je suis comme toi, Queen j'adore. Alice. C'est une illustratrice qui s'appelle Amelia Sales. Et c'est pas la première fois que je craque un peu sur ses illustrations. Elle a aussi illustré un jeu qui s'appelle Concilium Urbis, que j'ai quelque part par là, mais que voilà, dont les illustrations étaient très chouettes à Essen l'année dernière. Et en fait, on la retrouve sur pas mal de jeux. Elle a un style qui peut aller dans plein de directions différentes. Et là, je trouve que ce qu'elle a fait pour ce jeu-là est vraiment, vraiment très cool. Ça donne vraiment très envie d'en voir plus sur le jeu. Alors, Mélodie qui fait un jeu de mots dans le chat et qui dit ça laisse pantois. Ouais, tout à fait, merci beaucoup. C'est un jeu donc lancé en financement participatif par Combo Games. Combo Games, c'est ceux qui ont proposé Neko Syndicate, qui était sorti en français chez Pixie Game à Cannes, enfin qui a été présenté pour la première fois en français chez Pixie Game à Cannes et qui sort là, enfin ou qui est sorti là dernièrement dans les environs de maintenant. Et là, on est sur un financement participatif qui est actuellement sur GameFound. C'est un jeu d'Hector Carrion qui a déjà fait Future Inc. pour ceux qui le connaissent, et David Eraspigno. Et c'est un jeu dans lequel c'est un jeu Eurogame de niveau. Alors, j'ai aucune image pour l'instant de gameplay parce que le financement est vraiment en cours d'annonce. Donc, c'est cette page où quand vous y allez, vous avez tenez-vous au courant, mais il y a pas d'autres images. On peut avoir des infos sur Board Game Geek, mais aucune info du matériel, aucune image du matériel. J'ai hâte de le voir en réalité. Donc on est sur un jeu Eurogame un peu ce qu'on appelle niveau poids moyen lourd. Et on va. Alors c'est marrant parce qu'en ce moment, on a l'impression qu'il y a des jeux un peu euro lourds comme Sweetlands, hein, avec des thèmes plus presque légers, plus sucrés, plus accessibles. Mais ça va être, on va construire à l'intérieur, il va y avoir de la construction de moteurs pour améliorer des actions. Donc Alice a reçu un appel à l'aide, il nous faut une nouvelle reine, elle va mettre la main dans le miroir, elle va passer de l'autre côté et elle va se faire aider, elle va essayer de devenir la reine du monde derrière le miroir en cédant des différentes pièces d'échecs qui vont nous aider dans les préparatifs. On voit d'ailleurs sur la couverture, et moi j'aime bien les couvertures qui racontent déjà un peu ce qu'on va trouver dans le jeu. On a Alice au centre, un plateau d'échecs au milieu, c'est important de le voir par terre, et des pièces d'échecs en fait sur les côtés aux tables. Vous avez le roi, le fou, la tour, la reine. Quand on le repère, ça on se dit ah bah ça c'est un super travail de communication parce qu'on commence à comprendre ce que va être le jeu, parce que dans ce jeu on va reprendre la mécanique des échecs et les pièces, en fait. Les pièces, alors, si je comprends ce que j'ai lu, les pièces d'échecs vont être les pièces qui vont vous permettre de prendre des actions. Et vous allez les diriger avec des cartes qui suivent le comportement des pièces d'échecs habituelles. C'est-à-dire la tour se déplace en ligne droite, le cheval en L, etc., etc. Mais ça va vous amener sur des emplacements d'action, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, hein. Et donc, il va y avoir un mélange de gestion de main, de cartes à usage multiple, de construction de moteurs et d'actions. Donc, on va activer ces actions grâce à des pièces d'échecs et leurs mouvements. Alors, je ne sais pas si ça sera sur un plateau personnel, un plateau central, et ça sera grâce à un système de cartes. J'en sais pas plus. Une VF de prévu, j'ai pas regardé. Peut-être, peut-être pas. C'est une maison espagnole. Pour l'instant, on a très peu d'infos, hein. C'est-à-dire que j'adore quand on me demande y a-t-il une VF de prévue. On n'a même pas encore une photo du matériel, ni pas grand-chose sur le gameplay, pas encore de vidéo, pas encore de rien. Donc
peut-être qu'il y a des pourparlers qui sont en train de démarcher, mais nous, on ne sera pas au courant tout de suite. Mais voilà, ça fait partie des jeux. Alors celui-là, il est assez haut également dans mes attentes parce que je trouve que ça a l'air bougrement original. Et voilà, vous le voyez, de toute façon, quand je parle, je prends toujours plus de temps quand le jeu m'intéresse. Et il y a un petit aspect course aussi. On passe à la suite. Knock Knock. Knock Knock Out, qui est un jeu de... Ouais, c'est Knock Knock Out. Alors là, on va faire très court parce que c'est vraiment... Ça se débriefe de façon très courte. C'est un jeu de Chi-Fan Chen et Joël. C'est un jeu l'éditeur est basé à Taïwan. C'est Homo Sapiens Lab qui a juste annoncé ce petit jeu qui est un jeu de stop ou encore. J'ai encore oublié de mettre la fin du mot. De stop ou encore. C'est dur, vraiment, c'est dur de regarder ce que j'écris vite. De stop ou encore, dans lequel, en fait, c'est un jeu de bagarre, la bagarre, dans lequel on va miser, on va retourner des cartes comme un stop ou encore pour déclencher des attaques et éliminer nos adversaires. Mais si on retourne 2 fois la même carte, on va être obligé de les récupérer et ça nous rapproche de la défaite. Donc, c'est l'idée d'un petit combat de boxe, en gros, avec du stop ou encore. Je trouve que l'idée est assez rigolote. Mais bon, j'avoue que celui-là, je le surveille de loin. C'est juste pour le plaisir de vous parler aussi de jeux asiatiques. J'aime bien aller un peu partout au moment du tour du monde. Ça nous permet de nous balader. Ensuite, on retourne en Espagne. C'est une grosse semaine espagnole, je le réalise en me promenant sur la page. Et pendant ce temps, je vois tout le monde qui vote, c'est assez rigolo. Queen Alice s'est dressée quand même dans le top 3. Je suis contente parce que vraiment, je pense que ça va être très chouette. Pero Loco Games. Alors, Pero Loco Games, c'est un éditeur qui, en ce moment, fait parler de lui assez fort. Et d'ailleurs, les éditeurs espagnols, entre Devir, Pero Loco et d'autres, sont vraiment en train de s'imposer dans le milieu ludique et notamment à Essen, puisque ce sont eux qui ont annoncé Horloge, qui est une des plus grosses attentes des scènes, qui est vraiment tout en haut de la liste des votes à cause de ce look incroyable. Et notamment, je crois bien que c'est Amélia Sales qui a fait le... Attends, est-ce que je dis une bêtise? Non, je crois pas. Je crois que c'est Amélia Sales qui a fait la couverture de Horloge. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Mais oui, c'est bien elle, me dit-on dans le chat, donc merci beaucoup. Et donc, c'est pour ça, je pense que c'est une illustratrice qui en ce moment rend les jeux très attractifs. Parce que, bizarrement, moi j'ai joué à Phoenix et à Concilium Urbis qui étaient sortis chez Pero Loco et les 2 jeux m'ont pas mal déçu. Et donc, ils ont réussi à être hyper attendus, mais vraiment, à être les éditeurs qu'on attend pratiquement le plus sur ce SN, sans avoir derrière eux des jeux si bien que ça, mais beaucoup par le travail éditorial qu'ils font sur le graphisme, sur l'édition, et ils ont des jeux qui sont hyper attractifs. Donc, on verra ce que ça donne avec Horloge. Ils ont annoncé 2 autres jeux qui se sont tout de suite hissés également dans la hotness. Donc, le premier, c'est Ashes, qui est un jeu de... pour le coup, c'est eux, Jorge Gibarroso, Jesus Fuentes et Eduardo Pavón, illustré par Jorge Tabanera Redondo. Alors, HS, c'est un acronyme. C'est un acronyme qui signifie, en français, je le traduis, séquence d'abri artificiel d'évacuation humaine. Donc, après des années de guerre et de tensions politiques, il y a eu une énorme guerre nucléaire en 1989. Donc, on est dans un futur supposé, enfin un passé supposé, et des villes ont été réduites en poussière, et il y a de la poussière partout, et tout le monde se cache parce qu'il y a de la radioactivité partout, et les survivants s'organisent pour sauver l'humanité, ils créent des abris, c'est le protocole Ashes, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et dans Ashes, on va diriger une colonie de survivants dans leur quête pour sauver un maximum de civils. Donc ça va être un jeu de pick-up and delivery, puisqu'on va un peu ramasser des survivants partout pour les ramener dans les abris, mais également de placement d'ouvriers. À son tour, on aura la possibilité de faire une action dans sa base, et dans sa base, on va pouvoir construire des abris, développer le projet, secourir des civils, etc. On aura une action qui nous permettra de construire des abris et des actions qui nous permettra d'aller chercher ces civils qui sont perdus sur la planète pour les ramener dans nos abris. Donc on voit vraiment
assez facilement. Alors d'ailleurs, je les remercie, leur explication, ils mettent un vrai résumé du jeu sur BGG, c'est très pratique quand on prépare ce genre d'émission et on pourra déplacer. Donc je pense qu'il y aura un plateau. Là, pareil, il y a pas d'image, mais il y aura sûrement un plateau où on aura la carte, puisqu'on pourra déplacer sa camionnette pour aller chercher les civils et on aura nos plateaux perso qui sont des bases dans lesquelles on aura les civils qu'on aura ramenés, qu'il faudra sauver, et cetera. La sortie, est non communiquée pour le moment. On ne connaît pas la date. Ça sera pour 1 à 4 joueurs, des parties de 60-120 minutes. On est quand même sur du jeu, plutôt expert et ça fait partie, pareil, des jeux qui m'intéressent pas mal. À vous de voir en fonction. Le seul truc qui me retient, c'est effectivement les expériences précédentes que j'ai eues avec Perrault Loco Game, mais le jeu a l'air quand même vraiment intéressant en soi, donc on verra. Et ils proposent un autre jeu que j'ai mis juste en dessous, qui s'appelle, et ils ont annoncé ça en même temps, Nijar. Nijar, c'est le nom d'un village qui est en Andalousie. Il se trouve que j'y suis allée. Enfin, je suis pas passée loin. Et c'est ce qu'ils appellent tout près du Cabo de Gata, qui est au sud-est de l'Espagne. Et c'est vraiment un endroit très, 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 très beau. Ça va être un jeu de cartes de David Bernal. Et en fait, dans ce village, l'histoire, le jeu se passe en 1920, avant la révolution touristique et industrielle des années 50 et toute la masse de tourisme qui est arrivée dans cette région. On est vraiment dans l'Espagne rurale et dans cette Espagne rurale, dans ce village, il y avait de la fabrication de poterie qui était très, voilà, qui faisait c'est une tradition potière qui remonte à l'âge du bronze et qui a duré et qui a eu son essor, sa grande période au 10e, 15e siècle. Et dans ce jeu, ça va être un jeu plutôt de cartes, si je dis pas de bêtises, avec une gestion de main. Et on va essayer d'agrandir notre atelier, produire des pièces de poterie, extraire de l'argile, façonner des pots, etc. Donc tout ça, ça va être. Il y aura quand même aussi une partie placement d'ouvriers, puisque on aura ce système de placement d'ouvriers où plus vous placez de pions action sur une action, plus vous allez vous placer sur une action. Et les autres, pour pouvoir vous remplacer et vous chasser, devront mettre plus de pions d'action. Donc, il y a pas mal d'interactions sur un plateau central. On va aller chercher des ressources, fabriquer des pots, etc. Vous voyez, ça va être assez classique. Pareil, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de jeu avec des thèmes qui sont historiques. Une belle illustration de Jorge Tabanera Redondo sur un jeu donc, de David Bernal et des belles couleurs. Un thème que j'aime bien. Placement d'ouvriers, jeu de cartes. Que demander Il de nous manque des plus? visuels pour l'instant sur ces jeux-là. C'est vrai qu'on a besoin de voir le matériel là tout de suite. J'essaie de me projeter, mais bon. Ah, vas-y, c'est pas facile. En ce moment, c'est pas tout. Souvent, ils mettent la couverture et ils attendent un temps fou avant de nous mettre Parce que c'est pas les encore, autres on n'est images. pas dans la com. Simplement, ils ont Ouais, placé le jeu. ouais, tout à fait. Osprey Games, qui est un de mes éditeurs favoris, parce qu'ils font des jeux hyper quali, et notamment Sankoré, Meur, Vaillard, et puis d'autres jeux qui sont moins connus, mais Battalion, qui est vraiment excellent. Ils ont annoncé 2 jeux. Threaded, un jeu de Ellie Dix, illustré par Maria sur Ducamp, donc là on est en Angleterre, Osprey Games, c'est des Anglais, qui est un jeu de needles and points, c'est-à-dire de points et d'aiguilles. Donc c'est un jeu de points de croix dans lequel ça sera un jeu de placement d'ouvriers également, avec des collections de cartes. On va essayer de faire des motifs, en gros, hein. Ça va être ça l'idée. Si j'ai plus d'images à vous montrer, parce que je trouve que la couverture est quand même assez cool, même si le thème du jeu ne me passionne pas, la couture, c'est pas mon truc favori. Ouais. Là, Oui, la couverture est sympa. Bon, la pareil, couverture là est aussi, il faudra qu'on voit le matos. Au tout moins le à matos. fait. Oui, si j'ai des images qui arrivent entre-temps, je vous montrerai Ouais. les images. Pour l'instant, on est vraiment sur l'annonce. Et ça sera un jeu pour 2-5 joueurs, des parties de 30-45 minutes. Donc un jeu initié à première vue, dans lequel on va essayer de faire le meilleur studio de couture, entre guillemets, et on va faire des motifs de tissu, et on va essayer de reproduire des motifs de tissu qui nous sont demandés en utilisant les bonnes couleurs qui sont demandées. Ça fera plus de points que si on utilise n'importe quelle couleur. Et l'autre jeu, Rattlesnake, est un jeu de Michael Hardekers, illustré par Roland McDonald. C'est aussi un jeu Osprey Games. Et là, ça a l'air assez cool. Toujours pas d'image, hein, je suis vraiment désolée. Mais ça a l'air assez cool. C'est un jeu
de cartes chaotiques, en fait, dans lequel on s'affronte dans un duel. C'est vraiment l'idée du duel. Donc, on va au Far West, donc on sort on est dans la rue et on se fait face à face. Et la tension monte et on va commencer à se tirer dessus. Donc, il va y avoir. Est-ce que ça sera plus chaotique ou je vois qu'il y a quand même du bluff et de la construction et de la gestion de main. Donc, j'ai quand même. Et Osprey Games, c'est pas des gens qui font des jeux party game particulièrement. J'aime bien l'illustration là aussi. Alors, c'est rigolo parce que entre ce jeu de western et le jeu il n'y a que des femmes sur les couvertures des jeux. Ah non, il n'y a pas sur Diplomatie, non, mais sur le jeu de Honor's End, c'est un chevalier femme. Là, c'est un cow-boy femme. Et en dessous, c'est encore une femme. Et au-dessus, c'est encore une femme. Il y a des femmes maintenant. Donc, on ne pourra plus dire qu'il n'y a plus de femmes sur les jeux de société. Et oui, c'est ça. Taxer les riches. Alors, celui-ci, vous pourrez le voir à Essen de cette année, si vous y allez. C'est un jeu norvégien de Christian Anmundsen Ødsby et Kjetil Svensson, illustré par Serena Schiani. C'est un jeu qui fait parler de lui aussi dans les Hotness de Essen. Pourquoi ? À cause de son thème, parce que c'est un thème dans lequel c'est un jeu de pli avec des cartes puissantes socialement et des cartes pas puissantes socialement en fonction de la fortune. Et alors c'est très très marrant parce que quand j'ai lu le pitch du jeu, je me suis dit mais ça, pardon, je reviens. Ouais, c'est peut-être pas mal, ouais. Ça ressemble à ça. Assez fort. C'est-à-dire que le jeu Révolte qui a été publié par Brajlon. Ouais, le jeu Révolte de la team Kaedama et qui est un petit peu sur le même principe. En fait, c'est un jeu de pli dans lequel on va essayer pardon, j'ai plus ma petite fiche sous les yeux. Donc, les cartes les plus puissantes sont celles qui ont le plus haut rang social. Mais si, à un moment, toutes les cartes restantes de votre main vont avoir un symbole de drapeau, c'est-à-dire de révolution, eh bien, à ce moment-là, on déclenche une révolution, on révèle nos cartes qui sont dans la main, et ça renverse la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que d'un coup, c'est les cartes moins puissantes qui vont devenir les plus puissantes. Et je trouve qu'il y a un petit rapport avec l'idée qu'il y avait dans Révolte. Alors, le gameplay n'est pas le même, mais c'est un peu cette idée-là de révolte, voilà, et on casse le système de jeu en cours. Je trouve que ça a l'air peut-être un peu plus simple, mais là on voit que il y a pareil que dans Révolte des cartes avec des personnages et des capacités spéciales. Les travailleurs se syndiquent, les milliardaires prennent le pouvoir, la police arrête et fouille, les scientifiques démystifient, etc., etc. Bon, c'est un jeu qui s'installe très bien dans l'actualité actuelle, hein, et dans l'actualité en général d'ailleurs. Et moi j'aime bien les auteurs, je sais que toi aussi. Donc c'est un jeu que je vais aller, même si j'aime pas les jeux de pli, c'est un jeu que je vais aller essayer à Essen sans faute. Bon. Et j'ai fait le tour. Il reste plus que quelques extensions, comme je dis, voilà, réimpression pour information, en vrac. je ne vais pas voter dessus, mais Terraforming Mars, le encore renard une dans la extension. forêt, donc c'était ce jeu de cartes. Alors ça, c'est pas une extension, c'est plutôt une réédition, j'ai l'impression, chez Renegade, qui était disponible chez Origame, ce jeu. Et puis, les tours ambulantes. Les tours ambulantes, petite extension. Petite extension qui va arriver en allemand, et Terraforming Mars Dice Game, la version D avec une nouvelle couleur de dés. C'est l'extension, nous dit Valoum, j'imagine, en parlant des jeux qu'on est en train de montrer. De Terraforming Mars. Oui, c'est ça, c'est quelques extensions, c'est l'extension de Terraforming Mars, le jeu de dés, on précise. Et on n'approfondit pas parce que ça ferait trop à vous parler, mais ça fait partie des annonces qui arriveront. Donc, si vous êtes fan de ces jeux-là, vous savez que ça va arriver. Voilà. Et merci à Enjoy2Be qui nous remercie lui aussi pour cette émission. Vous avez vu son avatar. Alors je ne sais pas s'il l'a modifié parce que vous voyez les avatars des gens et de temps en temps les gens ont modifié leur avatar aussi en bas de l'écran et on peut voir leur magnifique création s'afficher au moment où ils font un petit don pour la chaîne. C'est le côté rigolo également. Avant de passer au tour du monde ludique, à ton tour du monde ludique, Pénélope, on va pas tour du monde, la minute culturelle, pardon. Ouais, la minute culturelle. On va regarder vos votes, tout simplement. Quels sont les jeux qui arrivent en tête ? Je regarde ici, je vais sur l'application, dans les graphiques.
Hop, Rachou qui ça, nous vous le dit voyez pas que publiquement, mais moi, je peux regarder précisément les jeux qui arrivent en tête et avec quel score aussi. C'est une information. Je vous ai dit, hein, quand on dépassait les 50%, c'était un très gros score. Et là, il y en a 3 qui, pour l'instant, sont juste au-dessus des 50%. C'est Rising Culture. ouais. Ensuite, en deuxième, on a Honor's End. Et en troisième, dans vos votes, mais vous les voyez aussi pour ceux qui ont voté, c'est Queen Alice qui arrive à la troisième position. Vous pouvez retrouver, hein, de toute façon, à partir du moment où vous votez, vous pouvez même aller jusqu'aux 5 premiers. Je vous laisserai voter pour découvrir qui sont le 4e et le 5e pour ceux qui ont utilisé l'application. Et merci à tous ceux qui nous accompagnent pendant cette matinale, qui nous donnent leur avis également. Ça nous permet de construire aussi nos émissions et puis d'avoir des retours. C'est passionnant de voir tous ces retours-là à chaque fois. Je précise que Rachou qui sait tout, et ça sera ton nouveau pseudo Rachou avec moi. Donc Rachou qui sait tout annonce que l'extension de Terraforming Mars DICE Oui. arrive chez Intrafin très bientôt, genre dans 2 semaines. On avait peu de doute, hein. Sur Terraforming Mars, on voit pas Intrafin se dire « Oh, bah, j'arrête de suivre. Hein, Ouais, mais bientôt. Finalement, passons à autre chose, quoi, il est temps. » Ouais. Non, bien sûr, évidemment. Les extensions seront toujours chez Intrafin, c'est même au-delà. De manière générale, Intrafin fait tous les jeux de Frixilus Games, puisqu'ils ont un partenariat qui est solide et important pour eux. On termine avec la minute culturelle. J'essaye de lui parler, mais c'est pas facile, il m'entend pas. Toi, du coup, le, le jeu que tu attendais le plus, c'est cohérent avec toi. Moi, dans les jeux attendus, je suis assez d'accord avec les gens. C'était juste pour dire ça. Ouais, bah, en fait, c'est difficile de se projeter, mais effectivement, le poids, je te l'ai dit tout à l'heure, de Rising Cultures me tente bien. Le poids aussi par rapport à. Mais après, il y en a plein, on a vu juste la couve. Donc, comment se positionner, même pour voter, c'était pas simple pour moi, en fait. Hein, sur... Ça y est, maintenant, il veut que j'arrive à trouver des images de tout. Non, c'est juste que j'ai du mal à avoir un avis. Je reconnais que des fois, j'ai pas d'avis. Ah, moi, ça me suffit. Parfois même, je vais te dire. Ah ouais, et je vais même dire un truc, parfois même c'est mieux, parce que je rêve plus sur une couverture. Parfois, quand on me montre le matériel, je fais « Ah !» Donc, Queen Alice, par exemple, me fait hyper envie sur sa couverture et son pitch. Et j'ai envie de voir le matériel, mais si peut-être le matériel, ça va être juste ça va peut-être me décevoir. Donc, des fois, j'aime bien rêver sur une couverture. Donc, moi, ça joue pas tellement sur moi le fait mais de c'est voir pas une le critique du tout. Hein, non, mais c'est comme les annonces de de tournage, il n'y a pas de photo, on a juste le nom du réel et du cast principal, évidemment, et c'est pour ça qu'on le fait. Il n'y a pas du tout une critique sur le fait que parfois, mais c'est pour avoir un avis, en fait, hein, puisqu'on vote. C'est ça qui change. Ah ouais, mais c'est tout le principe, c'est d'avoir des avis qui sont pas construits. C'est de dire ah oui, ça me fait rêver, ça a l'air génial sur un truc où après on dira non, bah c'était pas bien en fait. Donc ouais, et ben j'ai un super jeu vidéo à vous présenter. Ah, c'est quoi ce jeu vidéo super? J'ai trop kiffé. Je l'ai fini hier soir. C'est un jeu qui se joue en 1h30, 2 heures. Ça s'appelle Time Flies. Ah ouais, non mais. Je fais parce que j'aurais peut-être le temps, mais en même temps les graphismes, je sais pas. Ah si. Je te jure, c'est hyper rigolo. En fait, le jeu vous met dans la peau de. Vous allez parcourir 4 tableaux, 4 périodes, et vous allez jouer à chaque fois une mouche, et vous incarnez une mouche qui a la durée de vie d'une mouche. C'est-à-dire que, alors c'est rigolo parce qu'au début du jeu, vous choisissez la mouche en fonction de son pays et de son espérance de vie. Donc, ils sont calés sur les années d'espérance de vie des êtres humains. Donc, notre mouche française a une espérance de vie d'à peu près 82 secondes. Et vous savez que vous allez avoir 82 secondes. Quelle est l'idée du jeu de départ? C'est un mec qui s'est dit, on fait souvent des listes de tout ce qu'on aimerait faire dans une vie. Et là, vous voyez c'est les objectifs de vie. Donc là, on voit, il y a une liste, partir en tournée, se faire des amis, apprendre un instrument, devenir riche, etc. Et il a collé ça en se disant un peu, mais si on avait l'espérance de vie d'une mouche et qu'on avait une vie de mouche, comment on ferait pour tout faire, en gros, hein, voilà. Et vous allez vous retrouver dans des décors, vous avez des listes d'objectifs de vie à remplir, et vous êtes cette mouche qui a 89 secondes pour remplir tous ces objectifs de vie en 89 secondes. Et à vous de trouver comment le faire. Alors, j'ai mis un petit exemple, puisque vous voyez par exemple l'image où la mouche se pose sur un disque vinyle et va donc tourner sur le disque vinyle. Vous avez compris que ça pouvait cocher la case partir en tournée. Voilà. Et donc, vous allez vous promener comme ça dans la maison
et cherchez tous les moyens de remplir vos objectifs d'existence. Ça se joue, chaque tableau, en fait, à chaque fois que vous mourrez, vous allez recommencer au début, mais avec tout ce que vous savez. Et donc, le but, c'est d'arriver à réussir tous vos objectifs de vie dans les 89 secondes quand vous avez trouvé comment les réaliser. Puis il y a des petites choses cachées, il y a des pièces de puzzle à retrouver pour les assembler, pour faire un puzzle final dans le jeu. Moi, j'ai pas réussi à le faire au complet, mais voilà. Et le jeu est bourré d'humour. Moi, j'y ai joué, j'ai fait le jeu hier, je l'ai mis à 8h30 sans trop de conviction avec Marjorie à côté de moi. On a rigolé à chaque truc parce que ce qui est marrant, c'est qu'en fait, vous avez la liste et c'est de découvrir comment on fait pour faire ça à chaque fois. Et on fait, oh, ils sont cons. Et on passe son temps à se dire, oh, ils sont cons. Et c'est très, très rigolo. Mais c'est une pépite. C'est vraiment, voilà, moi, j'adore les jeux vidéo quand ils sont comme ça, complètement. Et ça vaut combien un jeu comme ça? Je sais plus, il est pas très cher. Je crois qu'il est à 10 € ou alors au début. Ouais. Je vais même vous dire, en l'ayant fini en moins de 2 heures sur Steam, techniquement, logiquement, je pourrais me faire rembourser de ce que j'ai joué. Parce que quand vous avez joué moins de 2 heures à un jeu, dans les 2 semaines, vous pouvez vous faire rembourser. Ah ouais. Mais Marjorie a eu cette phrase géniale au moment où j'ai dit ça, parce que moi, je suis toujours là, genre, oh ouais, je peux me faire rembourser. Elle m'a dit, non mais oh, tu soutiens? J'ai fait, ah oui, c'est vrai. Donc, je me fais pas rembourser parce que je soutiens la création. Mais c'est vraiment 12 € que vous perdrez pas. Puis moi, je l'ai fini vite parce que je me suis mis à fond dedans, mais vous n'êtes pas obligé de le terminer en 1h30. Ça peut vous prendre un peu plus de temps. Et c'est très, 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 très rigolo. Vraiment, enfin, j'ai adoré. Et après, vous pouvez lire le livre La mouche de Lévis Trondheim, dans lequel il suit une mouche pendant une BD complète. Elle fait rien, quoi, grosso modo, mais bon, c'est rigolo. Voilà Ouais. pour ce conseil de Pénélope, ça fait envie, ouais. Ah bah si, je te jure. Donc sur, j'imagine, Steam. Oui, sur Steam. Je sais pas s'il est sur Switch, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est sur Steam et il est mieux avec une. Ouais. Puis ils ont fait une animation qui est hyper agréable. Se promener avec la mouche comme ça dans la maison, il y a quelque chose. Vous allez rentrer dans les trous de souris et tout, c'est hyper bien foutu. Je sais pas, j'ai adoré. Une mouche. Ouais, non, mais c'est très très bien fait, très très bien. Il est sur PS5 également, nous dit-on. Ah bon, ok. Ouais. Bon, bah, la PS5, je sais même pas où elle est chez moi. Mais Le titre du jeu, c'est Time Flies. Il y a un jeu de mots. Le temps passe. Voilà, le temps s'envole. Voilà pour ce dernier conseil. On achève ici cette émission pré-Essen. La fois prochaine, ça sera donc, je n'ai pas regardé l'emploi du temps, mais a priori dans 2 semaines. Au retour d'Essen, on trouvera un moment pour se retrouver et puis pour partager peut-être notre tour, les jeux qu'on a ramenés, peut-être qu'on les aura en physique, qu'on vous montrera des choses. On verra à ce moment-là. Ah oui, ça serait rigolo. En sachant que c'est la semaine de vacances après ça, donc on verra comment on s'organise. J'en ai pas parlé avec l'équipe, donc on va en discuter juste derrière. C'est vrai qu'on regarde toujours pour la semaine suivante, mais là il y a un festival entre les deux, donc il faut se projeter sur la semaine d'après également. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à tout le monde également. Ouais. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Ciao.